La franc-maçonnerie, dès le départ, dans l'Antiquité, procède donc de ce que j'appelle un acte de vol d'un héritage, c'est-à-dire quasiment le vol du feu au sens de Prométhée. Donc, c'est ce vol-là qui sera le point de départ de l'inversion des valeurs. C'est parce que le monde a renoncé aux valeurs spirituelles du peuple noir, telles que c'était enseigné dans le collège de la science sacrée de Kemenou, pour embrasser les valeurs de l'hermétisme, les valeurs du judaïsme, que le monde a basculé dans ce que j'appelle la barbarie planétaire. J'appelle un acte de vol d'un héritage. C'est parce que le monde a renoncé aux valeurs spirituelles du peuple noir que le monde a basculé dans ce que j'appelle la barbarie planétaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les Templiers, c'était une secte guerrière qui, sous des couverts d'humanisme ou de ce qu'on peut appeler la fraternité, vous voyez ces deux mots-là, vous les retrouverez dans l'idéal maçonnisme. La fraternité et l'humanisme. Vous voyez, fraternité parce que les maçons s'appellent les frères de lumière. Humanisme parce qu'ils disent qu'ils sont les gardiens de la divinité de l'humanité. Et donc, nous voyons dès le IIe siècle s'ébaucher ce qui va devenir la structure mère à partir de laquelle la franc-maçonnerie historique va émerger. Il s'agit de l'hermétisme. L'hermétisme, c'est tout simplement la spoliation de l'héritage de la science sacrée du collège de Kemenou, que nous appelons à tort Hermopolis. Et le démiurge, c'est-à-dire le néther tutélaire qui transmet aux scribes toutes les connaissances connues de l'humanité, s'appelait Djerouti, A-A-A. A, ça veut dire grand en égyptien, pharaonique. Donc, cette triptyque veut dire qu'il était grand au sens où il s'est levé du stade de l'animalité vers le stade de la divinité. C'est l'élévation, la transcendance. C'est le caractère transcendantal du message de Djerouti. Il y avait la grandeur au sens de l'abondance. C'est-à-dire que la nourriture spirituelle de Djerouti était une nourriture semblable à une mer, à la mer, à un océan. On ne peut pas avoir soif au point d'engloutir tout l'océan. Voilà pourquoi les Lamentins vont boire à la source. Mais chacun boit ce qu'il peut boire. Mais on ne peut pas tout engloutir. Voilà pourquoi le savoir est inépuisable. Et personne ne peut dire qu'il détient la totalité du savoir dans toute la mesure du possible. Enfin, il était grand dans le sens de la grandeur d'âme, la grandeur de son cœur, la pureté de son cœur, qu'on appelle Ib en pharaonique. Quand on dit Dar Ib, ça veut dire purifie ton cœur. Donc l'être qui a le cœur purifié, il a beau ne pas avoir d'argent, il a beau ne pas avoir de biens matériels, il est assuré d'être dans ce qu'on appelle les secrets et les desseins de la providence d'Amon-Ré. Et c'était ça le secret du bonheur chez les Noirs. Ce que l'institution maçonnique va détourner à travers un texte que je vais révéler samedi, qui s'appelle le Corpus Hermeticum. C'est à partir de ce texte, le Corpus Hermeticum, que l'idéal maçonnique est apparu. Il ressort donc de cette brève tentative d'éclairage que le Corpus Hermeticum est à l'opposé des valeurs enseignées par la science sacrée de Kemenou. Et c'est seulement après la destruction du temple, le dernier temple de Philae, par l'empereur Justinien et les croisés qui venaient avec lui de Byzance. C'était un empereur byzantin. C'est seulement à partir de ce moment-là que
l'hermétisme va se propager en Égypte même pour détruire les valeurs de l'Égypte. L'hermétisme est une tentative d'un cheval de Troie idéologique pour détruire les valeurs du peuple noir dans l'Antiquité. Donc, on voit bien que l'ancien manuscrit qu'on appelle Koké, qui est conservé actuellement à la Bibliothèque britannique, dans le paragraphe 281 et 326, on voit que toute la sagesse accumulée depuis la nuit des temps, et dont parle par exemple Favre d'Olivet dans son histoire philosophique du genre humain, et dont parle par exemple Churet dans son ouvrage intitulé Les Grands Initiés, c'est la race noire qui est dépositaire et récipiendaire de cette sagesse immémoriale. C'est pour dépouiller la race noire, c'est-à-dire les Nubiens, qu'on appelle Nehesiu, et les Égyptiens de la période pharaonique, qu'on appelle les Remetou. C'est pour les dépouiller de ces connaissances multimillénaires que l'hermétisme est apparu. L'hermétisme apparaît donc, dans tous les cas, comme une œuvre de captation et de détournement de l'héritage égypto-nubien. La franc-maçonnerie, dès le départ, dans l'Antiquité, procède donc de ce que j'appelle un acte de vol d'un héritage, c'est-à-dire quasiment le vol du feu au sens de Prométhée. Donc, c'est ce vol-là qui sera le point de départ de l'inversion des valeurs. C'est parce que le monde a renoncé aux valeurs spirituelles du peuple noir, telles que c'était enseigné dans le collège de la science sacrée de Kemenou, pour embrasser les valeurs de l'hermétisme, les valeurs du judaïsme, que le monde a basculé dans ce que j'appelle la barbarie planétaire. Lorsque le professeur Cheikh Anta Diop parle de civilisation ou barbarie, il nous met face à une dichotomie, un choix qui est presque un choix de vie. Est-ce que vous voulez la barbarie planétaire? C'est cette barbarie qui a commencé depuis Assurbanipal et l'agression des Assyriens face à la ville mégapole de Wasset, qu'on appelle Thèbes. Mais on a attaqué aussi Méroé. Et ce sont des habitants de Méroé qui sont partis fonder la ville de Maroua, au Cameroun, ou d'autres cités, des royaumes comme Maroua. Donc, les Marois, il y en a au Tchad. Des Marois, il y en a en Centrafrique. Donc, ce sont des toponymes qui viennent de Méroé. Et c'est donc l'éclipse, le déclin, la régression de la civilisation négro-africaine qui a permis aux valeurs antimatiques de s'imposer partout dans le monde. Donc, on voit comment, dans un autre manuscrit, qui est le manuscrit de la Grande Loge numéro 1, qui date de 1583, on retrouve ce qu'on appelle le Grand Hermarine, qui est descendant de Sem. Ça veut dire que les peuples sémitiques, et qui va maintenant utiliser Hermès comme l'ancêtre des peuples ennemis du peuple de Cham. Il y a donc là aussi une mutation qui est extrêmement importante, comme l'a montré Findel dans son histoire générale de la franc-maçonnerie, qui est parue en 1861. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais que les uns et les autres puissent comprendre au cours de cette première séance inaugurale, c'est que, à partir du moment où la civilisation gréco-latine va s'épuiser à son tour, c'est-à-dire ce que un historien comme Tite-Livre avait annoncé comme étant les prémices de la décadence de Rome. Eh bien, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que deux grands courants de pensée vont se disputer la tradition spirituelle de l'Occident. D'abord, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, l'hermétisme. Beaucoup d'empereurs romains étaient francs-maçons. C'étaient des adeptes de l'hermétisme. Et c'est eux qui combattaient le culte d'Isis. C'est eux qui combattaient le culte des Sérapis.
ce sont eux qui combattaient le culte d'Anubis à Rome. À Rome, il y avait un conflit entre les adeptes du culte d'Isis. Ce que vous appelez le christianisme copte monophysite était basé sur le culte de l'Isis, la déesse mère noire. Et elle était combattue par les tenants de l'hermétisme, qui eux se réclamaient de Sem. Et d'autres vont venir pour dire qu'ils sont des Japhétites. Ceux qui vont venir pour dire qu'ils sont des Japhétites, c'est-à-dire qu'ils se réclament d'une filiation indo-européenne, ce sont de ces gens-là que parle par exemple Oswald Wirth. Wirth, c'est-à-dire son nom c'est W-I-R-T-H. Et nous entrons maintenant dans ce que j'appelle le rite écossais. La naissance du rite maçonnique écossais.